Donc en fait, moi je vais accompagner Monsieur Sahuc parce que quand on visite une bibliothèque, c'est mieux d'avoir un guide. Sinon, on y passerait la nuit. Donc on va aborder rapidement l'arrivée de Monsieur Sahuc en Afrique, les conditions qu'il a découvert quand il est arrivé ici, une partie des travaux rapidement qu'il a pu faire en Mauritanie et ce qui s'est passé entre la décision de faire Nouakchott, donc on va évoquer les plans de Nouakchott, les conditions de l'époque, et ce que de la théorie est devenu aujourd'hui la pratique. Donc voilà, j'arrête de parler et je vais laisser Monsieur Sahuc parler. Donc vous êtes arrivé en Afrique en 1953. Allons. Alors moi, je suis arrivé le 9 mai 54 à Mauritanie, à Saint-Louis du Sénégal, en venant de Dakar par le chemin de fer. Je me suis retrouvé à 1 heure de l'après-midi sur le quai de la gare de Saint-Louis du Sénégal. Et là, j'ai commencé à euh, me mettre en relation avec les autorités de la Mauritanie pour effectuer ma mission, qui à l'époque était de faire les études d'un chemin de fer entre Zouérat et Nouadhibou pour l'exportation du minerai de fer de Zouérat. Donc, je suis arrivé à Saint-Louis. J'ai commencé à travailler. Mon premier travail, ça a été à Rosso, à construire une route entre le bac de Rosso et le logement du commandant de cercle de Rosso, qui ne pouvait pas aller à son logement pendant l'hivernage parce qu'il y avait de la boue. Donc, il a fallu construire une route pour ce monsieur. J'ai fait ce travail-là. Et ensuite, j'ai commencé à travailler sur un aéroport à Aïon-et-la-Trousse. Je suis allé à Aïon-et-la-Trousse pour construire un terrain d'aviation qui, à l'époque, était sur la route de Nioro et qui était euh, inondé pendant l'hivernage. Donc, je suis parti avec tout mon matériel de Saint-Louis, je suis monté à Caille et de Caille, je suis parti sur Aïon-et-la-Trousse. Et arrivé à la frontière à Ille-des-Malais, je suis tombé en panne des voitures parce que j'avais un vieux 4x4 Fargo de l'armée américaine de 45 qui roulait à 60-70 à l'heure à tout casser et qui faisait beaucoup de bruit. Donc me voilà tombé en panne en pleine nature à la frontière du Mali et j'ai dû attendre 3 jours qu'on vienne me repêcher parce qu'il n'y avait pas de circulation entre Ayoun et Caille à l'époque. Et c'est un camion de la société Lacombe qui m'a ramassé, qui m'a amené à, à Caille et je suis reparti de Caille avec une niveleuse et je suis arrivé 6 jours après à Ayon-et-la-Trousse pour faire mon travail. Voilà, j'ai été un peu rodé. Bon, j'ai passé 3 jours et 3 nuits dans la nature avec 1 litre d'eau. Voilà. C'était ma première aventure en Mauritanie. Bienvenue. Et donc vous êtes arrivé à Nouakchott. Je suis arrivé à Nouakchott. Alors, ma première intervention à Nouakchott, ça a été un 14 juillet 1954. J'ai été chargé de faire l'analyse de toute la route de Nouakchott, de Rosso à Nouakchott, pour améliorer la route pour desservir Nouakchott. Donc, j'ai fait le trajet de Rosso à Nouakchott en voiture et j'ai repéré toutes les carrières, tous les trucs, tous les travaux, tous les passages qu'il fallait améliorer et j'ai fait un rapport là-dessus. Et c'est dans cette occasion-là que j'ai connu Nouakchott en 54 au mois de juillet. Voilà. Et quand est-ce qu'on vous a annoncé que vous alliez travailler sur Nouakchott? Alors j'ai commencé à travailler sur Nouakchott parce que après avoir fini les études du chemin de fer, enfin j'ai travaillé pendant 2 ans à Tarbes pour m'occuper du tracé de chemin de fer entre Fdéric et Port-Étienne à l'époque. Et puis, on a fait six tracés, on a étudié 6 tracés et on en a retenu un qui est celui qui passe par Choum et qui reste en territoire mauritanien parce qu'il fallait rester en territoire mauritanien pour ne pas gréver le projet. Parce que l'Espagne, à cette époque-là, demandait des frais de passage en territoire espagnol très élevé. Donc, pour ne pas grever le projet, on a été obligé de rester en Mauritanie et on a fait un tunnel, le tunnel de Choum, le fameux tunnel de Choum, courbe, qui entre en territoire mauritanien et reçoit en territoire mauritanien pour éviter la frontière. Voilà.
Alors, je suis resté 2 ans là, j'ai travaillé avec les goumiers, avec les militaires et avec tous les gens qui s'occupaient de chemin de fer à l'époque. Et on a étudié ce tracé de chemin de fer et on a lancé les travaux du chemin de fer en 62, D'accord. 61, Donc plutôt après 61, le 1961. donc Nouakchott et donc votre projet Nouakchott, c'est juste avant en fait. Alors, je suis arrivé à Nouakchott en 58, par là, dans cette époque-là, Donc à l'époque, il y avait rien. pour m'occuper des premiers travaux de la capitale. Voilà, une capitale où il y avait rien. Alors, cette capitale, c'est le gouverneur Mourag, à l'époque, qui a accédé au désir du gouvernement mauritanien de transférer la capitale de Saint-Louis du Sénégal sur un site mauritanien pour que la capitale soit en Mauritanie. D'accord. Alors, il y a eu un conseil de l'Assemblée territoriale qui s'est décidé en 57, en janvier 57, et qui a décidé de promulguer la République islamique de Mauritanie et de tenir le deuxième conseil de l'Assemblée territoriale à Nouakchott. C'est à la suite de ça que j'ai commencé les premiers travaux à Nouakchott. Donc quand vous êtes arrivé à Nouakchott, ce qui existait de Nouakchott, c'était le XAR et C'était l'ancien fort militaire. Ben oui, c'était Copolani qui, en 1903, avait amené par un bateau à roues, à aubes, là, tout un fort préfabriqué qu'il a amené ici. Il a fallu faire venir des pirogues de Saint-Louis, d'ailleurs, pour transférer, parce qu'avec la barre, on ne pouvait pas décharger les bateaux. Donc, il a déchargé ça et il a construit le premier fort en décembre 1903 et en janvier 1904. D'accord. Il a fait un fort, une enceinte, tout ça, à l'endroit où se trouve le château d'eau actuellement. C'est là qu'était ce fort, parce il dominait la mer. Il était à la hauteur est 17 mètres 50, là, à la hauteur de truc par rapport au niveau de la mer. Et c'était à 5 km de la mer et il fallait C'est le point être. culminant de Nouakchott, quoi. Voilà, 17 mètres 50. 17 mètres 50, il y a Attention, sortez les masques à oxygène. d'écart entre le niveau de la mer et le château d'eau actuel. D'accord. Et donc, la première chose que vous avez fait à Nouakchott en arrivant, c'est un aéroport. À Nouakchott, on a construit le premier aéroport en 59, oui, avec l'aide de la société Colas, qui était l'entreprise routière qui travaillait en Mauritanie à l'époque. Et on a fait une piste pour les avions DC-3 et DC-4 à l'époque de 1600 mètres de long, hein, sur 45 mètres de large, avec un parking et un terre-plein pour les taxiways et tout. Et on a fait une piste de 1600 mètres pour accès à faire atterrir les avions DC-4 à l'époque. Air France faisait la ligne entre Dakar avec des DC-4 à l'époque. Ok. Et donc, avant de construire une ville, il faut faire des plans. Hein? Avant de construire une ville, il faut faire des plans. Oui, alors Voilà. on a commencé, oui, à travailler sur le plan d'urbanisme de la ville de Nouakchott à partir de mars 57. Il y a eu 5 plans d'urbanisme d'étudier. Le premier, c'était fait par le gouverneur Albert Mourag, qui était gouverneur de la Mauritanie à l'époque, et qui a proposé un plan Géométrique. très géométrique avec des rues comme ça, angle droit, et une place et tout ça, c'est tout. Donc c'était tout à fait succinct. Ensuite, il y a eu un deuxième plan qui a été exécuté par M. Hirsch. M. Hirsch, c'était le directeur des travaux publics de la Mauritanie à l'époque, un ingénieur en chef des ponts et chaussées, qui a été par la suite directeur de l'école des ponts et chaussées, d'ailleurs, que je connaissais bien. Et lui a fait un plan plus élaboré en s'adaptant davantage au terrain, les lignes de force du terrain, et ainsi de suite. Donc, ce deuxième plan a été soumis au Conseil des ministres et n'a pas satisfait tout le monde. Et on a fait appel à un monsieur Linville, qui était architecte des bâtiments et palais nationaux à Dakar, en AOF à l'époque, à Dakar, et qui a remanié le plan Hirsch et qui a refait une proposition. Cette proposition a été faite en avril 57. Absolument. Hein? Absolument. Voilà. Voilà les 3 plans d'ailleurs, ils sont là. 1, 2, 3. Et le plan le plan Cerruti, c'est pas Linville, c'est Cerruti. Alors Cerruti a proposé un plan qui était adapté
aux courbes de niveau du terrain actuel et qui a permis de faire un plan plus adapté aux besoins de la Mauritanie. Ensuite, il y a eu une quatrième intervention, c'est celle de M. Linville, qui a repris le plan Cerruti et qui a aménagé des allées et qui a fait 4 masses, une masse pour les ambassades et les logements sociaux, ensuite un truc pour les ouvriers, pour les besoins des chantiers, et ensuite une autre pour la verdure et pour le centre administratif. Donc on a fait un plan qui a permis d'être étudié et d'être soumis au Conseil des ministres. Ce plan, Linville a été retouché par Lecomte et Cerruti, deux architectes qui avaient été choisis par le gouvernement mauritanien pour finaliser les plans. Et à cette époque-là, le plan Lecomte-Cerruti a été adopté par le Conseil des ministres en février 59. D'accord. Et donc, alors, ce plan-là a été approuvé et a été mis à exécution. Alors, ce plan, 1959, a été approuvé par le Conseil des ministres et par le gouvernement et il a été décidé qu'il soit mis en exécution. Et on a commencé à travailler à partir de ce plan sur les travaux à faire, les premiers travaux à faire pour faire la capitale. D'accord, donc vous posez la première pierre de Nouakchott le alors, 15 mars. entre-temps, on a posé la première pierre de Nouakchott de 5 mars 58, 5 mars 58. avec M. Gérard Jacquet, ministre de la France d'outre-mer française à l'époque, et le général de Gaulle est venu d'ailleurs visiter la pierre en 59. Le 10 décembre, il est passé ici. Non, on a posé la première pierre le 5 mars 58. 5 mars 58. Mais le général de Gaulle est venu qu'en 59. Ouais. Alors, on a commencé par construire la capitale. Alors, il a fallu, la première des choses, penser à l'alimentation en eau, parce que pour vivre à Nouakchott, il faut de l'eau, sinon on ne peut pas vivre. Hein. Ouais. Donc, il y avait un gros problème d'eau à l'époque à Nouakchott. Il n'y avait pas d'adduction d'eau, il n'y avait rien. Il n'y avait que des eaux glaces à Beila, et à la palmeraie de Beila et de Touila, qui donnaient pas beaucoup, une cinquantaine ou 100 litres par jour, ce n'était pas suffisant. Et alors, à cette époque-là, on avait construit 3 citernes de 800 mètres cubes chacune pour récolter l'eau de pluie. Sur le terrain d'aviation, on récoltait l'eau de pluie pendant l'hivernage quand il pleuvait, on l'amenait dans les citernes et ça servait de réserve d'eau pour toute la saison. Ce sont les citernes qui sont en face de la maison de la mère et de il y en avait 3 qui étaient au carrefour, qui on a démoli là-bas le rond-point, le grand rond-point, qui était là-bas, qui arrivait d'Idini, et dans laquelle l'adduction d'eau d'Idini déversait l'eau. Et il y en avait 2 qui sont ici, derrière le carrefour de l'hôpital de la mère et de l'enfant. L'hôpital mère et enfant, dans l'enceinte de la société Sonélec. Et là, il y a encore le vestige de 2 grandes citernes. Qui sont pleines d'eau. Qui sont pleines d'eau. Et on se servait de cette eau, on la faisait bouillir et on vivait avec l'eau de pluie pour assurer la soudure. Et quand il y a eu des problèmes avant pour tout ça, on avait trouvé aussi un système avec des appareils Serini, qui sont des appareils qui dessalent l'eau de mer par thermo. Donc les premiers bâtiments que vous avez construits à Nouakchott, c'est les 13 villas. Alors on a commencé à construire la première adduction d'eau en 59. Moi j'ai fait la première voie entre le terrain d'aviation et l'hôpital actuel qui n'existait pas à l'époque, l'avenue de la Dune. Hein? Ah, bon, j'ai fait cette voie. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas, la rue de la Dune, j'ai construit cette voie. En fait. Mais voilà, là, ça y est, voyez le panneau, voilà, je suis là-bas. Monsieur Sahuc en short. Je suis là. C'est là qu'étaient les citernes, vous savez. Il y avait 3 citernes de 800 mètres cubes là, et il y en avait 2 à ça pour assurer le complément, parce que les 3 n'étaient pas suffisantes. Donc il y avait... Et quand vous avez fait les travaux, donc pour avoir l'eau des travaux, vous utilisiez les camions qui apportaient du gasoil. Alors, ça c'était pour l'alimentation non potable. Voilà, mais en fait, pour les chantiers... d'englober un peu tout. Pour les chantiers, il y avait un gros problème. Il fallait trouver 1600 mètres cubes d'eau tous les mois pour assurer le fonctionnement des chantiers. Donc, on a eu recours au transport d'eau à partir d'Akjouch, avec des camions de la Somima, la société qui extrait le cuivre d'Akjouch.
qui amenait son carburant par camion-citerne jusqu'à Arjouch depuis Nouakchott, et au retour descendait à vide. Donc on remplissait, on nettoyait un peu les camions-citernes, on remplissait d'eau, et on amenait de l'eau d'Arjouch pour faire la soudure pour les chantiers. Ouais, il faut se rendre compte quand même que de construire une ville dans un endroit comme Nouakchott où il n'y a pas d'eau, ça représente toute une logistique complètement incroyable, dans le sens où aujourd'hui on est là, on ouvre notre robinet d'eau, à la limite on oublie même qu'il coule. Et à l'époque, quand ils ont construit Nouakchott, il n'y avait rien, quoi. Donc c'est vraiment, ça représente un mouvement de matière, le c'est problème impressionnant, de l'eau quoi. s'est toujours posé, mais on avait la certitude qu'il y avait une nappe phréatique très importante sur le Trarza, qui était alimentée par le fleuve Sénégal à partir de Podor, et qui pouvait fournir de l'eau en quantité pour une ville importante jusqu'à 500 000, 1 million d'habitants pendant 50 ou 100 ans. On a fait des études et on a déterminé qu'elle pouvait fournir cette eau. C'est pour ça qu'on a commencé à construire une première conduite en diamètre de 200 mm, 20 cm, en fibrociment, à partir d'Idini. Les premiers forages étaient assez El Bagara, mais l'eau, il n'y avait que 15 mètres d'épaisseur d'eau douce, après il y avait le front salé. Donc on a été obligé de reculer encore de 10 km pour avoir la certitude d'avoir de l'eau pendant une centaine d'années en quantité suffisante en eau douce pour alimenter une ville de 200 000 habitants. Voilà. C'est à partir de ces éléments qu'on a construit cette conduite FI de 200, qui a amené 1000 mètres cubes d'eau potable par jour à Nouakchott à partir de fin 1959. Ouais. D'accord. Je vais recentrer un peu sur... Ça permettait d'alimenter à peu près tous les besoins de la population. À l'époque, il y avait en 58 5200, 5300 habitants à Nouakchott, avec les chantiers et tout ce qu'on avait. Ça servait assez pour faire la soudure en eau potable. D'accord. Et quand on a eu des problèmes avec Arjouch, on est allé à Rosso, au fleuve, chercher de l'eau avec des camions-citernes pour alimenter les chantiers et finir les chantiers qu'il y avait là. Donc, c'était ça. Bon, premiers travaux, terrain d'aviation, route entre le terrain d'aviation et l'hôpital qui n'existait pas. Ensuite, on a fait un programme de voirie d'une dizaine de kilomètres avec la Colas. Moi, j'ai participé à ça, j'en ai fait l'étude et les travaux. Ensuite, on a commencé à construire. Avant, on avait déjà commencé à en construire en 58 les 13 premières villas qui devaient servir à abriter l'Assemblée nationale, la première Assemblée nationale territoriale en 59. Okay. Voilà. On me fait signe alors, ces 13 villes-là, elles sont en face des blocs Manivelle. Il y a la Sonnelec, maintenant le siège, il y a une rue. Et de l'autre côté, il y a ces 13 villes-là où habitait en particulier Maître Mokhtar Ould Daddah, le président de la première République mauritanienne, et qui était là à ce moment-là et qui habitait ce logement. D'accord. Hein? Et ensuite, on a commencé à construire les blocs Manivelle, derrière, juste derrière les blocs Manivelle. On appelle ça bloc manivelle parce que ça fait la forme d'une manivelle de voiture. Vous voyez, il y a un bâtiment là, un là et un là. Ça fait forme de manivelle. Donc, on appelle ça les manivelles. Enfin, pratiquement, en théorie, un plan qui est posé, une ville qui est montée, qui démarre. Qui démarre d'un seul coup, avec beaucoup de problèmes, et tout d'un coup, ça explose. Ben, ça explose pas, mais ça va plus vite. Il y a beaucoup plus un rythme plus élevé. Et là, il faut beaucoup plus de moyens, beaucoup plus, parce que le gros problème, c'était l'argent. Donc, il fallait ajuster le financement qu'on avait aux travaux pour pouvoir suivre et ne pas avoir de rupture de crédit. Donc, il a fallu s'adapter. On a étudié un plan de financement au départ sur l'ensemble de la capitale pour avoir tout ça. Et par tranche, on est arrivé à essayer de concilier les financiers et les chantiers. La ville, elle a pris 900 000 habitants en 60 ans? Ah ben oui, un peu plus ou un peu moins peut-être. Un peu moins, ouais, plus ou moins, quoi. Ah, je vous dis, en 58, il y avait 5 000 habitants, à peu près 5 200. Après, on est passé en 80, il y avait 230 000 habitants. On dépensait 18 000 mètres cubes d'eau par jour. Hein, donc, il fallait les trouver aussi. Il a fallu faire la deuxième adduction d'eau d'Idini avec un diamètre de 70 cm de diamètre des conduites. C'est les Chinois qui ont fait cette adduction d'eau.
et qui a servi pendant une dizaine d'années à alimenter la capitale, parce qu'on est passé de 5 000 mètres cubes à 18 000 mètres cubes en 1980, et ça a augmenté, et actuellement, on sort 150 000 mètres cubes d'eau par jour, hein, pour alimenter la capitale et tous les besoins qu'il y a. Donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Alors, il a fallu travailler là-dessus, faire un plan d'adduction d'eau conséquent en fonction de tous les besoins, et on en est arrivé à ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, et moi, donc, on doit terminer, en fait. Donc, je voudrais qu'on termine avec votre conclusion, en fait, très personnelle sur le Nouakchott d'aujourd'hui. Alors, ce qui était fait, ce qui aurait dû être fait, et selon vous, si c'était à refaire. oh, si c'était à refaire, ça c'est une autre paire de manches, hein, parce que vraiment, il y aurait beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à faire. Hein. Mais le problème, c'est toujours un problème de moyens. Si on a eu au départ les financements rapides et en quantité qu'il fallait, ça aurait changé tout à fait l'aspect des choses. On n'aurait pas fait tout ce qu'on a fait en moyen de succès d'année pour essayer de combler les vides et les trous. C'est tout, sinon on n'en pourrait pas. Vous comprenez? Oui, ouais, bien sûr. Voilà. Donc, voilà. Donc, maintenant, je voulais citer un fait, une anecdote pour finir, pour égayer les trucs, c'est que comme quand j'étais en Mauritanie, je voyageais beaucoup et je faisais beaucoup de kilomètres en chameau, en voiture, en avion. Et un jour, je me suis retrouvé à Tichikja avec un parcours à faire entre Tichikja et Ayoun sur un avion allemand, un Junker, un vieux Junker de l'armée 45-5 allemande là. Et j'ai fait un voyage avec une dizaine de Mauritaniens qui faisaient le thé dans l'avion. Alors, j'étais assis dans un coin et je voyais le feu dans le brasero qui s'allumait, les étincelles qui allaient partout à droite à gauche, et l'avion qui... Et j'ai fait un parcours d'avion avec... le chameau et le thé. En buvant le thé dans un junker allemand qui arrivait là-bas. Okay, et une autre fois, j'ai fait un voyage avec 10 chameaux dans un de ces trois. On avait embarqué 10 chameaux pour les transporter de Dakar à Ayoun. Et j'ai fait tout le trajet au milieu de 10 chameaux dans l'avion DC-3 qui allait jusqu'à Nema. Bon, on va arrêter ici. Hein? Je vous remercie. On s'arrête là. Ça va, ça suffit. À cause du temps. Ouais, on n'a rien dit. On n'a rien dit, ouais. Je voudrais... Moi, j'en ai des tonnes comme ça. Merci. Nous, on va finir dans notre coin. Il faut éteindre votre micro, attendez.